ていた少女はお茶会に遅れないよう、もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Mes recherches sur le cas de Kodaira Yoshio, dont je vous parlerai sans tarder, et qui fut le seul tueur en série japonais à profiter du chaos de la Seconde Guerre mondiale pour commettre ses crimes, ces recherches donc me conduisirent à m'intéresser à certains articles et ouvrages qui parlaient de la criminalité de droit commun en période de guerre. J'y découvrais notamment les excellents ouvrages de Kobayashi Tomonori, dont une partie couvre justement les agissements de Kodaira, et les classiques de la criminalité du milieu du XXe siècle, les 2 volumes de Hanzai no Showa Shidokuhan, l'encyclopédie du crime à l'ère Showa, qui couvre bien sûr les crimes de guerre, mais aussi de nombreux autres cas de criminalité civile. Comme beaucoup, je connaissais en France le cas du docteur Petiot, dont les activités criminelles furent grandement facilitées par l'occupation allemande et la confusion de la libération. Mais je ne soupçonnais pas le nombre d'affaires qui éclatèrent au grand jour au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout dans les années qui suivirent lorsqu'une nouvelle administration fut mise en place. Une affaire qui marqua mon attention tant par son atrocité que par le tournant social qu'elle prit fut le cas de Ishikawa Miyuki. Première tueuse en série répertoriée comme telle dans les archives criminelles japonaises, le récit de ces années meurtrières fait froid dans le dos. Opportuniste froide et vénale qui sut profiter d'une société en pleine apocalypse ou véritable tueuse calculatrice. Même après toutes les recherches que j'ai pu faire sur elle et les livres qui relatent ses méfaits, je n'ai toujours pas pu me faire une opinion. Cette sage-femme et son mari furent accusés d'avoir tué une centaine de bébés au milieu des années 40, mais ne fut finalement condamné qu'à 4 ans de prison après avoir avoué ses crimes, profitant là encore d'un système en roue libre et d'une administration post-conflit encore exsangue. Qu'est-ce qui a pu faire que cette femme, considérée comme la plus grande tueuse de l'histoire du Japon, s'en sorte à si bon compte ? Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'ange noir, Ishikawa Miyuki. Ishikawa Miyuki, né Ota, est né en 1897 dans la ville de Kunitomi, près de Miyazaki, sur l'île de Kyushu. Issue d'une famille très aisée, elle put étudier, bien qu'elle soit une fille, la plus jeune de la famille, et se montra même une élève brillante. Malgré les réticences du directeur, elle put faire son collège puis son lycée à Fukuoka, moyennant une forte somme d'argent, et à force d'acharnement, elle obtint son diplôme de fin d'études secondaires. À 18 ans, elle déménagea à Tokyo pour y suivre des études de sage-femme. Encore une chose exceptionnelle, elle fut admise à rentrer à la faculté impériale de médecine de Tokyo en 1915, bien que celle-ci fût réservée aux hommes jusqu'ici, et inaugura même la nouvelle section médicale féminine où elle fut une étudiante brillante qui décrocha son diplôme haut la main. Certes sérieuse et appliquée, certains témoignages de ses anciens condisciples convergent pour décrire une jeune femme froide et calculatrice, choisissant ses amitiés en fonction de ses intérêts. Pendant 4 ans, elle ne fréquentera personne, ne se mêlera à aucune fête estudiantine et échangera un minimum de mots avec ses camarades de classe. Au sortir de ses études, en 1919, elle rencontra un jeune inspecteur de police, ancien sous-officier de l'armée impériale, décoré pour sa bravoure au combat durant les campagnes de Mandchourie, Ishikawa Takeshi, qu'elle épousera en 1920. Très vite, elle trouvera un emploi de sage-femme, puis, par ses qualités professionnelles, mais aussi mondaines, se retrouvera à la tête de la maternité de Oshikome à Tokyo. En effet, jeune femme lettrée et bien éduquée, mariée à un héros de guerre plutôt bien fait de sa personne, le couple avait eu tôt fait de s'intégrer dans la bonne société et commençait à se mettre dans la poche les huiles locales. C'est à cette époque, et avec la bénédiction tacite de ses associés, qu'elle commencera à détourner habilement un peu d'argent de son établissement, en créant l'association des sages-femmes de Shigome, dont elle prendra naturellement la présidence. Elle commencera à distribuer des pots de vin aux autorités pour gagner des parts de marché et accueillir les femmes des préfets, secrétaires d'État et officiers supérieurs dans son établissement.
De son côté, son mari n'était pas un officier de police irréprochable, carriériste et vénal, il acceptait volontiers de fermer les yeux sur les différents trafics qui gangrénaient le Tokyo des années folles, contre une belle enveloppe bien garnie. Habile, il grimpa les échelons de la hiérarchie et put ainsi accéder à des fonctions qui lui permirent de couvrir certaines malversations de son épouse, dont il bénéficiait et faisait croquer ses supérieurs. Le couple gravit ainsi les marches de l'échelle sociale de la belle société tokyoïte, s'investissant même en politique au sein du Parti libéral-démocrate. Au début des années 30, ayant amassé une belle somme d'argent à travers leurs activités légales et parallèles, le couple acheta une petite clinique dans le quartier de Kotobuki à Tokyo, que Miyuki transformera en maternité, mais aussi en institut pour jeunes mères en difficulté. Les bébés issus de grossesses non désirées pouvaient y naître, y résider quelque temps avant d'être proposés à l'adoption. En cette période où l'avortement était encore illégal et les moyens de contraception très peu répandus, l'institut ne tarda pas à être plein. Malgré la forte demande des mères en difficulté et la lourdeur administrative de ce genre de démarche, elle réussira à obtenir un passe-droit impérial grâce à un officier dont elle avait recueilli la fille en totale discrétion et qui lui permettait de ne plus déclarer chaque cas comme le voulait la loi. Elle devait, en revanche, toujours tenir un cahier des adoptions à jour pour le jour hypothétique où elle recevrait une inspection. Devant ce succès inattendu et très prometteur, Takeshi, le mari, démissionna de la police pour s'occuper de l'administration de la maternité. Ils furent vite agréés par le gouvernement pour leur travail d'utilité publique et reçurent de fortes subventions, aides matérielles et financières pour chaque nourrisson dont ils s'occupaient, les déclarant un peu comme ils voulaient. Les années 30 passèrent et leur activité déjà florissante explosa avec l'arrivée de la guerre. Dès le début de la décennie, la nourriture était partiellement rationnée et servait en priorité à nourrir les troupes coloniales en Chine et dans le Pacifique. Mais lors de l'entrée du Japon dans le conflit mondial, la donne changea et le pays entra alors dans une véritable ère de famine. Bombardements américains et fermiers au front diminuaient considérablement les récoltes et les ressources alimentaires. L'argent ne manquait pas, mais on ne pouvait rien acheter, alors de nombreuses mères ne purent plus nourrir leurs enfants et essayèrent de s'en débarrasser ou de les placer à la campagne, loin du chaos. Voyant la demande affluer dans son établissement, mais n'étant pas en mesure légalement de prendre en charge les enfants qui ne naissaient pas à la clinique, Miyuki eut au fait de demander les autorisations nécessaires à ses relations. Elle invoqua son devoir patriotique à sauver des enfants japonais en cette période de Seconde Guerre mondiale, qui voyait le taux d'infanticide monter en flèche, mais aussi son devoir moral. Bien entendu, pour ses précieux services rendus à la nation, son mari et elle négocièrent de belles contreparties et ils se virent allouer une forte somme pour chaque enfant recueilli, mais aussi et surtout des aides alimentaires conséquentes et prises sur les stocks du ministère des Armées, le seul à qui il restait de la vraie nourriture à manger. Les soldats pouvaient tomber au front, le ventre vide, leurs femmes abandonnaient leurs enfants aux hôpitaux pour qu'ils aient à manger. De son côté, Ishikawa ne savait plus où donner de la tête. L'Institut Kotobuki était plein, les subsides de l'État coulaient à flot et la nourriture abondait. De plus, les mères qui voulaient leur confier leur enfant ne le faisaient pas gratuitement. Malgré la convention qu'elle avait passée avec l'administration et qui exigeait la gratuité, il en coûtait 300 yens pour les nouveau-nés à la maternité et 500 yens pour ceux de quelques semaines et viables, donc plus coûteux à nourrir et à s'occuper. Même s'il est difficile de traduire les yens de l'époque en euros d'aujourd'hui, pour référence, dans le Japon de la Seconde Guerre mondiale, un paquet de cigarettes coûtait 7 yens, un abonnement à un journal quotidien 8 yens par mois et 1 kilo de riz 3 yens. Tout ça ne concernait bien sûr que le marché légal, car ces prix pouvaient vite flamber lorsqu'on faisait appel au marché noir et au yakuza, qui d'ailleurs deviendraient bientôt les nouveaux épiciers quasi officiels de l'après-guerre. Mais si le couple pouvait à sa guise accumuler les richesses et les victuailles, il aurait été impossible de trouver un nouveau bâtiment pour faire face aux arrivées grandissantes, car la plupart étaient réquisitionnés par l'armée ou pleins de réfugiés. Alors, en 1942, devant l'affluence et le manque de place, donc le manque à gagner, Miyuki commença à libérer des lits.
Considérant que les nourrissons issus de mères très pauvres et sans éducation allaient de toute façon reproduire ce schéma social, et donc handicaper une société suffisamment en crise comme ça, elle commença à négliger ses bébés et demanda à ses infirmières et sages-femmes d'en faire autant. Dès lors, les nouveau-nés et enfants en bas âge confiés par les mères célibataires ouvrières, paysannes ou vagabondes furent systématiquement placés à part et nourris en dernier, voire pas du tout. Il en fut de même pour les soins et les toilettes donnés en priorité aux enfants dont les parents pouvaient payer encore en attendant une adoption. Mais bientôt, devant la débâcle générale et le sentiment des époux Ishikawa qu'il fallait amasser un maximum avant l'effondrement général, il ne fut plus question de classe, mais juste de profit, au mépris des lois humaines les plus élémentaires. Dès lors, la mortalité infantile grimpa en flèche à l'Institut et libéra de nombreux berceaux chaque mois. Les infirmières complices recevaient une prime conséquente, mais vite, elles se retrouvèrent face à leur conscience et beaucoup démissionnaires. Alors, c'était au tour de Takeshi et de ses anciens collègues, tout acquis à sa cause, à grands coups de billets et de kilodris, de s'occuper de leur faire suffisamment peur pour qu'elles ne parlent pas, et en prime, Miyuki leur laissait une belle enveloppe pour aider leur mémoire à s'effacer. La routine infernale commença à se mettre en place et le remplacement se faisait de plus en plus rapide au fur et à mesure que le pays s'enfonçait dans la guerre totale et la misère. C'est en 1944 que tout bascula. Le pays était à feu et à sang et les populations mouraient littéralement de faim, et c'est dans cette ambiance apocalyptique que Ishikawa choisit de passer une petite annonce dans les journaux et sur les affichages publics. Elle y proposait, sous couvert de patriotisme et d'humanisme, de prendre en charge les bébés des veuves de guerre et de toutes celles qui ne pouvaient plus assurer leur subsistance. Dès l'automne, les nouveau-nés affluèrent à l'Institut dans la plus grande confusion. Bien entendu, la prise en charge n'était pas gratuite, mais elle savait que le sentiment d'urgence à sauver ses enfants primait sur la sauvegarde d'un hypothétique patrimoine. Miyuki, après avoir touché l'argent des mères désœuvrées, s'arrangeait pour que l'enfant disparaisse le plus vite possible et ainsi assurer le roulement des places disponibles. Bien entendu, les nouveaux petits arrivants n'étaient quasiment plus notés dans les registres de l'Institut, mais de toute façon, qui allait contrôler? La quasi-totalité des fonctionnaires encore valides avaient été envoyés sur le front Pacifique et les bombardements incendiaires américains quotidiens détruisaient les infrastructures et les administrations un peu plus chaque jour. Peu ou pas nourris, vêtus d'un simple linge dans des pièces non chauffées, malmenés et parfois même étouffés, les bébés mouraient très vite et dans des conditions abominables. Les cadavres s'accumulaient un peu plus chaque semaine et l'Ange Noir devait trouver une solution pour s'en débarrasser discrètement. Alors, après avoir utilisé les ruines et les cratères d'explosion pour les enterrer sommairement, ils engagèrent un homme de main qui régulièrement chargeait sa morbide cargaison dans un triporteur et allait disséminer les petits corps aux quatre coins de Tokyo, profitant du chaos et de la confusion. Le pays étant en pleine débâcle et les institutions n'assurant plus leurs fonctions, alors l'Institut ne fut jamais contrôlé et Ishikawa passa la guerre tranquillement sans être inquiété, fournissant de plus en plus son usine de mort et de profit. Mais en août 1945, ce fut la fin de la guerre et l'occupation américaine. Malgré leur accointance évidente avec le pouvoir impérial et leurs idées nationalistes et eugénistes avouées, les Ishikawa ne furent pas inquiétés. Malins, ils avaient noué des amitiés avec les réformateurs qui semblaient de plus en plus à même de prendre la place du gouvernement impérialiste en cas de défaite de plus en plus évidente du pays. Mais ils avaient également su ménager leurs relations avec les gangs de Tokyo et de la région, voyant qu'ils étaient les seuls à pouvoir leur procurer les produits qu'ils souhaitaient, même sous les bombes, mais aussi les meilleurs pour accomplir de basses besognes au meilleur prix. Le pays se reconstruisit petit à petit et bientôt, un ministère des Affaires sociales et de l'enfance fut créé par le gouvernement provisoire du Premier ministre Shidehara Kijiro, un progressiste qui entendait bien remettre le pays à flot et le doter d'une constitution à l'américaine. Mais Ishikawa réussit à s'introduire dans cette administration par le biais de ses contacts politiques et de la fortune qu'elle avait amassée pendant le conflit. Elle avait assez pour corrompre les bonnes personnes et même, en payant suffisamment, pour faire nommer des pantins qui fermeraient les yeux sur ses activités. Elle fit donc tout naturellement renouveler son agrément d'État et même augmenter ses subventions.
En effet, depuis que le pays retrouvait un climat plus ou moins normal, elle avait fait courir sa légende de médecin courage et sauveur de bébés, inventant des anecdotes pour faire vibrer la corde sensible de tout un chacun. Alors, elle reçut chaque mois, en plus de l'aide financière, une importante quantité de lait, de nourriture et de médicaments destinés aux bébés qu'elle accueillait et que, bien sûr, elle revendait au marché noir. En 1946, comme dans le monde entier, le pays connut un baby-boom extraordinaire de par le nouvel espoir offert par cette ère de paix qui s'offrait à tous, mais aussi grâce à une politique nataliste agressive et subventionnée de l'État japonais. Mais pour nombre de jeunes couples enthousiasmés par les belles affiches et les discours des politiques, le mur de la réalité, de la misère et des pénuries vint souvent heurter leur espoir de parentalité, et bien que moins nombreux que pendant les années de guerre, les abandons recommencèrent. Un des grands pourvoyeurs de cette épidémie de bébés abandonnés fut le contexte violent et horrible de la capitulation, puis de l'occupation américaine sur le territoire japonais. Dans une étude parue en 1999 dans le International Journal of Law and Psychiatry, Uchiyama Ayako, historienne et chercheuse à l'Université des femmes de Showa, estimait entre 1,8 et 2 millions le nombre de femmes et de filles japonaises violées par des soldats américains entre 1945 et 1948. Elle cite, entre des dizaines d'autres exemples plus atroces les uns que les autres, ce qui se passa à Nagoya en avril 1946, lors de l'entrée des GIs dans une ville déjà pacifiée et dépourvue de ses hommes, pour la plupart déjà morts au combat. Ce jour-là, un bataillon de cavalerie d'1 millier d'hommes coupa les lignes de communication civiles épargnées par les bombardements et s'adonna à des viols en série pendant presque une semaine sur la population civile. Après étude des notes de certains soldats, des photos et films pris à ce moment et du nombre de grossesses dans les mois qui suivirent, Uchiyama estime entre 9 et 10 000 le nombre de femmes et de filles entre 10 et 50 ans violées, dont la grande majorité tomba enceinte quand elle ne succomba pas sous les coups violents des soldats et confia ses enfants de la honte à l'assistance publique et aux instituts privés. Ce genre d'atrocités se multipliant dans tout le pays, alors les macabres affaires reprirent de plus belle à l'Institut Kotobuki. Inflation et dévaluation du yen impérial oblige, les tarifs avaient augmenté et le prix pour prendre en charge un bébé était passé à 5000 yens, ce qui était censé couvrir les frais de nourriture et de soins pour une durée indéterminée, celle qu'il passerait à la clinique avant d'être adopté. Les mères qui voulaient proposer leur bébé à l'adoption en accouchant à Kotobuki devaient, elles, payer 600 yens. Des sommes énormes pour des filles qui, bien souvent, n'avaient plus de famille, pas de travail et peinaient déjà à se nourrir. Miyuki ne fera bien sûr jamais adopter aucun bébé. Et alors que Ishikawa s'enrichissait un peu plus chaque jour, aucun investissement ne sera fait dans l'établissement où les bébés vivaient leur courte vie dans des conditions d'hygiène déplorables. Alors la mortalité explosa et bien sûr les bénéfices augmentèrent. Pour couvrir les atrocités qui se déroulaient entre les murs crasseux de Kotobuki, Ishikawa embaucha le docteur Nakayama Shiro, un praticien peu scrupuleux et vénal qui signa les certificats de décès à la chaîne et aida parfois à maquiller les meurtres. Car oui, il s'agissait bien de meurtres. Miyuki, en plus de son âme damnée à domicile, graissa des pattes dans les ministères encore très poreux à la corruption pour fermer les yeux sur les milliers d'irrégularités qui auraient pu apparaître en cas de contrôle et embaucha des hommes de main parmi les gangs qui l'aidaient à se procurer les produits de luxe dont elle raffolait et avec lesquels elle arrosait les hauts fonctionnaires. Ces exécutants des basses œuvres l'aidaient à se débarrasser des corps. Elle s'assura également la collaboration aveugle et rémunérée d'un funérarium pour faire disparaître les petites victimes qui étaient incinérées avec d'autres corps pour économiser le gaz et augmenter les bénéfices, ou tout simplement enterrées, bien sûr, sans aucun certificat. Elle connaissait l'amour du chef de cabinet du ministère aux Affaires sociales pour l'alcool et lui fournissait les meilleurs qui soient pour obtenir les tampons adéquats sur les bons formulaires. Compte rendu d'inspection bidon, certificat d'adoption par des couples imaginaires, elle portait chaque semaine des centaines de papiers à tamponner et, moyennant une caisse de vieux Nihonshu ou de cognac, repartait satisfaite, ses dossiers rougis. Mais Ishikawa savait que cette situation ne pourrait pas durer et que sa dépendance aux fonctionnaires corrompus était trop fragile pour lui apporter une sécurité durable.
Alors, se disant qu'elle pourrait se charger elle-même de toute cette paperasse dans un premier temps, puis, pourquoi pas, développer son activité à plus grande échelle, Miyuki décida de se présenter aux élections législatives de 1947. Appuyée par le Parti libéral-démocrate, celui qui avait le vent en poupe en cette période de réforme et de progrès, elle fit une campagne brillante, ceinte de son aura de médecin et de bienfaitrice de la petite enfance. Elle remporta l'adhésion du plus grand nombre, mais n'échappa pas aux critiques des conservateurs qui lui reprochaient son retournement de veste après la fin de la guerre et son passage du camp des impérialistes bellicistes à celui des démocrates réformateurs. Malgré tout, les votes pour elle furent massifs, mais à quelques voix près, elle échoua. Alors elle retourna à sa sinistre besogne. Durant ces 3 années d'immédiate après-guerre, ce sont plus de 80 nourrissons qui périrent et disparurent en fumée. Quand les bébés étaient trop résistants, malgré les privations, le froid et l'absence de soins, on leur donnait de l'alcool mélangé à du lait sucré et parfois même, Miyuki leur injectait des solutions fatales. Cette morbide industrie très lucrative prit fin en janvier 1948. Le soir du 15, vers 19h45, une patrouille de police du commissariat de Waseda à Tokyo remarquait un livreur de fruits et légumes au comportement suspect qui conduisait un vélo triporteur et qui s'arrêta en les voyant, entamant un demi-tour. Ils l'appréhendèrent et lui demandèrent d'ouvrir ses caisses de mandarines. Dans celle la plus en dessous, en lieu et place des agrumes signalés sur la boîte, les policiers y trouvèrent le corps sans vie d'un bébé d'1 mois à peine, juste vêtu d'une couche en guenilles et d'un vieux maillot en coton. Le livreur se mit à table immédiatement devant les menaces des policiers de l'accuser du meurtre de l'enfant. Il raconta comment il devait transporter le corps jusqu'à un crématorium qui devait s'en occuper. Il avoua aussi qu'il avait déjà fait ça une 20aine de fois contre de l'argent et nomma la commanditaire comme étant la directrice de l'Institut Kotobuki. Des enquêteurs de la police criminelle se rendirent immédiatement au crématorium où le livreur disait avoir transporté des corps la veille et l'avant-veille. Ils y trouvèrent 6 petits cadavres en attente de crémation. Leur autopsie révélera que 3 étaient morts de pneumonie, 2 d'hypothermie et 1 de malnutrition. En perquisitionnant au domicile du patron de l'entreprise de pompes funèbres, qui avoua facilement ses délits en dénonçant les commanditaires sur promesse d'une réduction de peine, voire d'une amnistie, la police trouva sur ses indications les squelettes de 40 bébés enterrés sommairement dans son jardin. Lorsque les enquêteurs accompagnés d'agents de la protection de l'enfance firent une descente à l'institut, ils y trouvèrent 7 bébés en pleine agonie et 1 décédé. La 50aine de petits survivants étaient d'une maigreur à faire peur, tous presque nus et couchés dans des berceaux crasseux, dans des pièces glaciales aux fenêtres sans vitres. Le couple fut arrêté et placé en détention à Tokyo. Mais l'enquête fut particulièrement longue et difficile tant Ishikawa avait su profiter des opportunités que furent le chaos et la guerre et la corruption du gouvernement d'après-guerre. Les fonctionnaires véreux voulurent se protéger et nombre ne témoignèrent pas ou firent mine de ne rien savoir. Les enquêteurs, en épluchant les archives de l'Institut et en recueillant les témoignages des mères qui leur avaient confié leurs enfants, purent néanmoins établir avec plus ou moins de certitude que Ishikawa avait tué au moins 104 des 240 enfants qui lui avaient été confiés. Ce nombre fut ensuite remis en cause et doit certainement être revu à la hausse après la découverte de 30 autres cadavres enterrés dans un temple proche de l'Institut. Aujourd'hui, avec la déclassification de certaines archives judiciaires et les études de celles-ci par des universitaires, il semble raisonnable d'établir le nombre de victimes de Ishikawa entre 150 et 170. Malgré tous ces éléments et les témoignages d'anciens employés, infirmières ou assistantes, qui affirmaient avoir assisté à de véritables meurtres, certaines donnèrent d'ailleurs des détails sur le process et le type de produit injecté, ce que Ishikawa niera farouchement, prétendant leur avoir injecté des vitamines, la Cour ne retiendra pas le meurtre au premier degré, mais simplement l'homicide par négligence. La haute cour de justice condamnera Miyuki à 8 ans de prison, Takeshi et le docteur Nakayama à 4 ans pour complicité. Bien entendu, sûre de son poids toujours réel sur certains politiques qu'elle avait corrompus et dont elle gardait les traces écrites en cas de problème, ce qui était en train d'arriver, elle fit appel de leur condamnation. Elle eut raison puisque lors de leur procès en appel, la peine fut réduite à 4 ans pour elle et à 2 ans pour ses 2 complices. À la sortie du tribunal, une foule de femmes en colère hurlait à Ishikawa Miyuki
tuer ce démon. Durant ce procès, l'axe de défense de Ishikawa, au-delà de ses protections politiques, fut celui de la responsabilité des parents qui abandonnaient leurs enfants. Sur ce point, l'opinion publique la suivra largement, fustigeant les filles mères et les classes populaires fécondes. Elle pointa également du doigt les exactions de l'armée d'occupation, ce qui ne manquera pas de lui attirer la sympathie des magistrats, pour la plupart très anti-américains, comme la majorité des Japonais encore à cette époque. À ce titre, les débats autour de ce sujet furent censurés par l'administration militaire de MacArthur qui, à l'époque, faute de les empêcher, faisait tout pour que les viols et les massacres de civils par ces GI soient passés sous silence. Une femme s'élèvera pourtant contre cette ligne et pointera du doigt un problème qui lui semblait beaucoup plus réaliste, celui de l'avortement et du contrôle des naissances. Cette femme, c'était l'écrivain Miyamoto Yuriko, activiste communiste et féministe de la première heure. En fustigeant elle aussi le comportement des Américains vis-à-vis des populations, elle fut la première à prôner le rapprochement avec le bloc soviétique où la condition de la femme semblait beaucoup plus enviable. Elle écrivit de nombreuses tribunes sur ce procès et sa portée sociale. Les nombreux autres cas de mort d'enfants dans ce genre d'établissement, involontaires cette fois, comme celui de la maternité de Yodobashi où 61 nourrissons mourront de malnutrition pendant la guerre, pousseront le gouvernement à agir et à contrôler de façon plus stricte ces institutions. Dans les mois qui suivirent, une vingtaine d'entre eux fermeront et une loi rattachant le cursus de sage-femme à celui de médecin fut votée le 13 juillet 1948. L'année d'après, le 24 juin 1949, l'avortement fut légalisé au Japon allant à l'encontre des recommandations américaines qui le jugeaient immoral. Suite à cette loi, le nombre d'accouchements sous X et d'abandons chuta drastiquement. Ishikawa Miyuki sortit de prison en 1952 et disparut dans la nature. On ne sait rien de la fin de sa vie, ni la date, ni le lieu de sa mort. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si mes contenus vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et sur Twitch. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou Utip ou en visitant ma boutique Spreadshirt et encore en commandant mon dernier livre dédicacé et directement en message privé. Allez, je vous laisse, j'ai d'autres dossiers à compulser. Matane